Bonjour à tous et bienvenue sur Slash, émission de radio faite par des étudiants. Merci de vous joindre à nous pour cette seconde émission que nous vous garantissons sans aucun spoiler du dernier Star Wars. Alors autour de la table, j'ai avec moi mes trois acolytes. Stan, bonjour. Bonjour. Louis, bonjour. Bien le bonjour. Et notre invité très spécial, François, le petit nouveau qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous trois. Et tous ensemble, nous tâcherons aujourd'hui d'analyser, de décortiquer, de comprendre nos sujets, dont le premier nous emmènera de l'autre côté de l'Atlantique à la découverte du phénomène Donald Trump. Oui, on va se pencher un peu sur le cas de Donald Trump, là, qui, les élections américaines arrivent à un tournant. On arrive en 2016 déjà. C'est passé vite. Et à partir de là, on va étudier un petit peu le cas de Donald Trump. Puis impossible de le nier, le début de saison du PSG est stratosphérique. Oui, en effet, un très bon début de saison. Ils battent le record de l'OL, qui datait de 2005, il me semble. Et donc, on va se demander s'ils sont capables de continuer de poursuivre sur la même dynamique tout au long de la saison, sur la deuxième partie. Et surtout, comment ils vont aborder leur match en Ligue des Champions contre Chelsea, par exemple. Et pour terminer l'émission, nous vous laisserons avec les mots de Léopold Sédar Senghor. Oui, tout à fait, avec un poème sur le pardon notamment, aux résonances très actuelles dans un Paris hivernal. Et toujours vos rendez-vous musicaux, restez avec nous, c'est Slash qui commence. Je crois qu'on peut le dire, que personne ne peut le nier autour de cette table. Il y a eu un moment où chacun d'entre nous, Donald Trump, il nous a bien fait marrer. Mais aujourd'hui, après ces récents propos, ces polémiques qui enflent, les garçons, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui Donald Trump, il nous fait plus rire du tout. Alors, moi tout de suite, excuse-moi, mais je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que personnellement, moi, Donald Trump, il m'a jamais fait marrer en fait. Alors si, c'est un peu un clown, d'accord. Peut-être je regarde ses meetings, oui, il est en décalage, pourquoi pas. Par contre, ça m'a jamais fait marrer de voir qu'on donne autant d'importance à la place publique à un type qui tient de tels propos. Ça m'a jamais fait marrer de voir que dans la première puissance du monde, il puisse avoir des résultats pareils, des taux d'opinion aussi favorables. Ça me fait pas marrer de me dire qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui avec des propos complètement discriminatoires puisse potentiellement dans l'imaginaire collectif arriver à la présidence des États-Unis. Non, ça me fait pas marrer. Après, il nous a fait marrer un moment. Enfin, en tout cas, après, je dirais plutôt que ça commence à faire un petit peu qui nous fait plus rire, en fait. Donc, c'est-à-dire jusqu'à juillet, août, par là, où on pensait encore que c'était juste un feu de paille, que finalement, Trump et la présidence, bon, c'était un coup de com' des républicains, mais ça n'allait pas aller beaucoup plus loin. Bon, là encore, ça va. Là, on a passé novembre. Novembre, c'est le moment où, en gros, de chaque côté, les candidats qui voyaient qu'ils n'avaient pas les possibilités d'aller plus loin, on laissait tomber, on dit moi la candidature à la présidence j'arrête. Lui il continue là, il continue bien, il est lancé à pleine vitesse. Donc là oui c'est vrai que ça nous fait un petit peu moins rire. Personnellement, je rejoins davantage l'avis de Stan. Nous a-t-il déjà fait rire finalement ? Et puis qui sait qu'il a pu faire rire ? Oui, certains démocrates, certains membres de ce parti ont pu rire, se moquer de lui. Mais je ne suis pas sûr que ses électeurs rient tellement. Alors bien sûr, il y a l'aspect spectacle, il y a l'aspect show des meetings de Donald Trump. Mais ses électeurs, la classe moyenne américaine, finalement, elle a envie de quoi ? De passer un coup de gueule. Et c'est ce qu'elle peut faire grâce à Donald Trump. Donc, à vrai dire, il faut faire attention aussi à qui c'est qui a pu se moquer de Donald Trump. C'est le vote prévisible pour Donald Trump aujourd'hui, c'est un vote contestataire de la classe moyenne américaine ? Je sais pas, c'est plus qu'il est malin, il est sur sur une certaine stratégie de communication qui marche, c'est-à-dire qu'il se présente comme le modèle américain par excellence, c'est-à-dire un homme qui a réussi dans la vie et qui tient les propos d'un Américain moyen. Il tient un discours de comptoir. De comptoir de bar, il parle comme n'importe quel Américain finalement et leur montre ainsi qu'il est proche d'eux et que chacun d'entre eux peut réussir si vous voulez. Après, est-ce que c'est vraiment un self-made man ? Alors voilà, là il y a quand même un décalage assez important.
C'est que oui, il se montre comme de la classe moyenne, comme pouvant parler comme tout Américain, mais c'est quelqu'un qui a hérité en partie de sa fortune. Alors, il y a contribué, faut être honnête là-dessus, mais ça vient déjà de son grand-père qui avait fait fortune avec des hôtels, des restaurants, et donc il a lui-même hérité de cette fortune. Donc il y a un petit peu un décalage entre ce rêve américain qu'il décrit comme l'ayant vécu lui-même et la réalité de son histoire qui est quand même assez différente. Oui, bah après, tout dépend de la façon dont il se vend en fait. Si on se vend bien, on est telle personne. Après, que son background soit un héritage ou non, en soi, là, il se vend comme, par ses propos, là, quand il critique la Chine, avec cette idée qu'il y a des ennemis partout. On en est presque limite au péril jaune, en citant le problème du Japon, en disant oui, il y a des voitures japonaises aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà vu une Chevrolet au Japon? Des choses comme ça, des critiques très basses en fait, mais surtout le monde sur le Mexique, voilà, Mexique, Japon, Chine, qui sont des géographiquement proches des États-Unis et surtout au niveau de l'influence, c'est peut-être les plus présents aussi. Donc là, il a des thèmes très simples qui touchent très facilement et aussi dans son vocabulaire, il est très très clair. Je suis d'accord avec toi. Il utilise un discours très manichéen, c'est-à-dire c'est noir, c'est blanc. On voit dans ses discours énormément l'emploi de termes great, enfin génial, bon, mauvais, mal. Bachar al-Assad, c'est un méchant, il est vraiment méchant. Moi, si je gagne, ça va être super. Les États-Unis vont être super. C'est vraiment ce discours-là. D'ailleurs, il y a un test, le test Flesch-Kincaid, qui est sorti récemment. Donc Flesch-Kincaid, qui sont deux chercheurs américains, qui étudient le langage. Et ils ont montré que Donald Trump avait le vocabulaire et le discours d'un enfant de 10 ans, en fait, qu'il utilisait donc vraiment, il l'étudiait par rapport à ses tournures de phrases, à la complexité de son discours, à son vocabulaire employé. Et on se rend compte que finalement, les électeurs sont séduits par cette simplicité qu'ils associent en fait à de l'honnêteté, c'est-à-dire qu'ils en ont marre des politiques qui utilisent des mots très compliqués, des idées assez savantes qui ne comprennent pas, qu'ils ne leur parlent pas forcément, et ils ont l'impression qu'on essaye toujours de les entuber, qu'on leur ment. Tandis que Donald Trump, par ce discours simple, ils ont vraiment l'impression de se référer à quelqu'un qui les comprend. C'est bien qu'une impression, parce qu'il a un vocabulaire d'un enfant de 10 ans, mais il a aussi les arguments d'un enfant de 10 ans. Louis mentionnait le cas de la Chine. C'est quand même incroyable de citer la Chine comme ennemi pour les États-Unis. Alors, il peut avoir cette vision, mais sur quoi se font-ils? Il y a quand même que très peu d'arguments construits chez Donald Trump. Parler d'économie aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, ça demande certaines explications, certes complexes, mais auxquelles le public américain, je pense, a le droit. Et Trump, une fois de plus, simplifie tout dans sa course à la présidence. Mais est-ce que c'est pas justement sa force? Est-ce que ça vient pas justement de là, du fait qu'il n'ait pas vraiment de programme, que ce soit économique ou social? Est-ce que le fait que les électeurs soient attirés par lui, attirés par ses discours, c'est aussi parce qu'il n'y a rien dedans? Exactement ça, c'est ça sa force. C'est-à-dire qu'il ne va pas au fond des choses. Il nous donne l'impression que tout est facile. C'est-à-dire il nous donne l'impression qu'il sera l'homme qui pourra faire oublier tous les maux de la société américaine. Maux au sens de mal. Ainsi, il ne tient pas compte de toutes les contraintes qui peuvent peser sur un président de la République, toutes les négociations internationales, tous les accords qui ont été passés, le poids des institutions aussi, notamment du Congrès. Il n'en tient pas compte. Donc comme si ça allait être facile. Il joue aussi sur l'ignorance un peu des gens, c'est-à-dire sur le fait que le peuple, les gens, les Américains ne cherchent pas forcément plus d'explications que ça. On voit par exemple récemment que dans un sondage, 41% des électeurs républicains sont favorables au bombardement d'Agraba. Mais Agrabah, c'est Agrabah, c'est la ville imaginaire d'Aladin. Donc on voit, oui, mais donc le journal propose ça dans son questionnaire, et on se rend compte que juste parce que ça a une consonance arabe ou musulmane, les gens sont favorables à la bombarder. Donc finalement, un discours très simpliste. Et Trump joue sur ce discours simpliste l'idée qu'on peut tout résoudre d'un coup de baguette magique, qu'il suffit de le vouloir. Oui. Mais après, en soi, on peut pas lui reprocher parce que on est à un moment de la campagne où de toute façon, tous les candidats n'ont pas de programme extrêmement clair. Là, on est plus dans des prises de position du côté démocrate comme républicain, des prises de position sur le thème de la légalisation du cannabis, des thèmes comme ça. Et là, du coup, il prend position
sur des thèmes qui parlent énormément, c'est vrai, aux citoyens lambda des États-Unis. Et lui, du coup, il se pose comme ce citoyen lambda. Il dit, oui, j'aime l'armée, je veux une armée extrêmement forte. Il a des thèmes comme ça et il l'exploite extrêmement bien aussi. Parce que, par exemple, il se met dans la peau en disant, oui, moi, Obama, au début, j'avais de l'espoir. Pour moi, c'était une figure d'espoir. Et en fait, non, c'est devenu une figure négative, etc. Là, il se met dans la peau de... On dirait presque même qu'il essaye de récupérer un électorat démocrate, presque. En se disant, tous ceux qui ont voté pour Obama, pour tout ce qu'il représentait, et qui, en fait, ont été déçus. Il table large. En fait, il table très Oui, voilà. large. Et il y a deux éléments qui, moi, me sautent aux yeux. C'est la responsabilité des concurrents de Donald Trump. Parce que là, j'ai l'impression qu'on le met comme candidat face à Hillary Clinton. Mais il s'agit bien des primaires républicaines. Bien sûr, il a 13 autres hommes et femmes politiques républicains face à lui pour ses primaires. Il n'est pas tout seul. Il n'y a pas Monsieur Donald Trump Voilà, candidat eux, directement. on ne les entend pas tant que ça. On voit les débats télévisés, mais souvent c'est Trump qui écrase tout, véritablement. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité là, peut-être des médias, à faire écouter un discours plus construit qu'on peut trouver chez certains républicains, même si ça reste globalement très très faible. Et donc il faut s'interroger sur comment on met en avant Donald Trump sans cesse. Et Donald Trump, j'ajoute juste que c'est quand même quelqu'un qui roule pour lui, véritablement. Il s'est vraiment rapproché du Parti républicain depuis le début des années 2010. Avant, il était quand même plus éloigné. Et il a soutenu Mitt Romney à la dernière campagne. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui revient. Bon, on voit bien qu'il a une ambition qui est surtout personnelle. Et élargir son électorat, comme le soulignait Louis, montre bien que finalement, il n'est peut-être pas si attaché que ça au parti. Mais oui, c'est ce que tu dis, c'est ce que disait aussi le Washington Post de la semaine dernière, qui disait, en effet, la force de Trump aussi, c'est qu'il se bat contre une armée de candidats faibles. Tandis qu'Hillary Clinton, elle, finalement, a affaire qu'un opposant, mais qui est fort, qui est sérieux. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Trump, lui, n'a pas réellement de forte opposition. C'est pour ça qu'il décolle dans les sondages et qu'il représente aujourd'hui, selon un sondage Washington Post ABC, 38% des électeurs républicains. Mais par contre, ce parti républicain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant pour enrayer la machine ? Trump, c'est quelque chose de profondément néfaste. Mais est-ce qu'il veut vraiment l'enrayer, cette machine ? Est-ce que les républicains, ils n'ont pas tous envie d'arriver au pouvoir, etc. Il se pose la question du Congrès, mais il y en a beaucoup chez les républicains qui savent très bien qu'ils seront dans l'administration. Se pose également la question de tous ces dérapages successifs. Et les républicains modérés, il ne faut pas oublier qu'une élection, on la gagne au centre, on ne la gagne pas dans les extrêmes. Et que les républicains modérés commencent à se dire ça pose problème, ces propos sur les hispaniques, sur les musulmans. Jusqu'à quel point on peut cautionner ça quand on est un parti politique qui veut conquérir à la fonction suprême d'un pays ? Pour l'instant, l'impression qui prédomine, en fait, c'est qu'ils ont un petit peu... la laisse leur a échappé des mains, en fait, pour l'instant, on a l'impression. Et donc, du coup, c'est vrai que... il n'y a pas de leadership énorme face à lui. Je pense à Jeb Bush, par exemple. C'est pas... Qui est à 3% dans les derniers sondages. Voilà, c'est pas des figures qui vont s'imposer comme candidat légitime. Là, Trump, il a une parole de présidentiable. C'est des termes qui étaient absolument pas utilisés au début pour le décrire, mais qui sont utilisés maintenant. Terme de présidentiable, attitude de présidentiable. On a passé la phase de moquerie, etc. sur son physique. Là, du coup, on s'inquiète un peu plus. Mais pour l'instant, les républicains, ils n'ont pas trop de poids. À la limite, ce qui pourrait vraiment être le tournant, c'est si Trump s'engage vraiment ou un peu trop sur la voie indépendantiste. Ce dont il parle pas mal en ce moment, c'est en gros, si je m'en prends trop dans la gueule par les républicains, moi, je vais aller tracer mon chemin tout seul. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin des lobbies. J'ai besoin de rien. Et c'est ce qui montre, pour reprendre ce qu'a dit François tout à l'heure, qu'il court que pour lui. C'est-à-dire, on voit qu'il n'est pas tant que ça affilié à un parti. En fait, là, il se présente avec les Républicains, mais il a dit très bien que s'il n'arrivait pas à gagner les primaires républicaines, il pourrait se présenter tout seul, et il en a les moyens. Il est extrêmement riche, et à peu près 68% de ses sympathisants républicains seraient prêts à le suivre dans cette démarche. On se rend compte qu'il joue vraiment... Il a envie d'être président de la République, c'est pas de faire de la politique ce qui l'intéresse. Lui,
il s'en fiche plus ou moins. Il a pas envie de passer 10 ans dans un parti à essayer de gravir les échelons ou à soutenir d'autres candidats. Non, lui, ce qu'il veut, c'est arriver au bout, c'est être président l'associer à un parti politique n'est qu'un moyen finalement pour lui. Il n'est pas tant que ça affilié lui-même aux Républicains. François, une réponse? Oui, je crois que ça serait assez salutaire. Peut-être quelque part que Donald Trump se présente en tant qu'indépendant. Tout d'abord, sur l'aspect du débat idéologique. Si les républicains sont capables d'avoir une idéologie aujourd'hui. Parce que cela forcerait le parti à se détacher de Donald Trump. Donc, tu le disais, peut-être à se réorienter au centre. Même si là, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les républicains puissent gagner au centre. Et Donald Trump, lui, serait obligé de continuer dans son cirque permanent, dans son show. Et on aurait peut-être un débat d'idées qui serait un petit peu plus intéressant que si on a simplement Hillary Clinton face à Donald Trump. Mais tu penses pas que ça serait plutôt un danger en fait? Parce que en supposant qu'il se pose en indépendant, on a vu déjà par le passé que quand il y a quelqu'un qui ne se place pas comme un politicien, là les politiciens ils les appellent eux, zem, et quand ils se placent pas comme un politicien, on a toujours vu la classe politique un petit peu avoir comme un réflexe de défense un petit peu, c'est-à-dire que ce corps étranger qui vient essayer de faire la politique sur les plates-bandes, s'il se pose en indépendant, il peut très bien en jouer, comme il en joue de la presque alliance entre Clinton et Sanders contre lui, il peut très bien jouer du fait d'avoir républicain, démocrate sur le dos, il peut peut-être le supporter, mais ça peut aussi totalement le plomber. Ouais. Alors je suis pas du tout d'accord avec toi, Louis, justement parce qu'il est sur une ligne directrice complètement différente. Il est sur une ligne contestataire, c'est-à-dire qu'il se présente justement comme un opposant au candidat traditionnel, c'est-à-dire à la politique conventionnelle. Il s'en sert comme argument, c'est-à-dire que quand les médias, ils critiquent beaucoup les médias par exemple, et quand les médias le critiquent lui, il s'en sert en disant regardez, tous les mêmes, ils sont pas d'accord, ils essayent encore de vous monter contre moi, mais c'est moi qui détiens la vérité. Donc ainsi, il offre réellement une autre alternative aux deux partis, au bipartisme traditionnel, qui pourrait séduire une partie du peuple américain qui se dirait en effet il faut changer ça, tout cela nous mente, et ce que dit Trump m'intéresse. Après, je pense que ça serait surtout favorable aux candidats démocrates, puisque évidemment on se retrouverait avec deux candidats sur la droite, et donc une division des forces automatique et un candidat démocrate qui émergerait donc dans une espèce de tripartisme. Tripartisme. Oui, il y aurait un aspect assez intéressant avec cette situation, ça serait d'étudier la puissance des partis. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis aux États-Unis arriveraient, comme tu l'as mentionné, Louis, à totalement exclure ce candidat, ou est-ce qu'au contraire, il peut y avoir une marginalisation de Trump? Mais Trump ayant beaucoup d'argent, il pourra faire face au parti républicain. Mais on entend beaucoup cet argument. Il faut faire aussi attention que Mitt Romney, lui aussi, avait beaucoup d'argent. C'était un milliardaire. Et pourtant, il n'a pas réussi à battre Barack Obama. Donc, l'argent aux États-Unis peut faire beaucoup, mais il ne fait pas non plus exactement tout. Un mot pour conclure, Stan peut-être? Juste pour conclure, je voudrais juste m'opposer à ce que tu disais sur la fin. Mitt Romney et Donald Trump ne sont pas du tout sur la même stratégie de communication. C'est-à-dire que Mitt Romney, lui, avait vraiment une stratégie de communication, comment dire... Mais est-ce qu'il le faisait exprès, Mitt Non, Romney? il ne faisait pas exprès. C'est-à-dire qu'il faisait des dérapages de temps en temps. Il disait les mêmes choses que Donald Trump, mais ce n'était pas forcément voulu. C'était vu comme des dérapages. Il se voulait un discours rationnel, tandis que Trump, lui, assume tous ces pseudo-dérapages qui, du coup, n'en sont pas. Puisque c'est dans son discours, il affirme vouloir dire tout haut ce que les gens pensent en bas, tandis que Mitt Romney, c'était pas le cas. Louis, un dernier mot? Le dernier mot, ça va être que on va voir là dans cette année 2016 là, comment ça va se passer. En février, début février, on va voir le début des premières primaires. Voilà, les premières primaires, c'est-à-dire que la population va élire des députés dans les comtés qui après vont élire des députés nationaux qui après éliront les candidats du parti. Donc là, quand on va avoir les premières primaires, dans l'Iowa notamment, on pourra se fixer sur ce que va faire Trump, où il en est, est-ce qu'il a des chances et surtout s'il nous dévoile un programme. Et donc ça sera très intéressant.
François, Alors, le dernier mot est pour toi. Pour conclure, merci. Je dirais aussi que le phénomène Trump se nourrit de tout ce que donnent les médias, de ce que les gens s'attachent à regarder sur lui. Mais il serait peut-être plus intéressant finalement de regarder quel est l'électorat de Donald Trump. Pourquoi aujourd'hui ce discours il trouve certains échos auprès de la population américaine et notamment de la classe moyenne. C'est à ces personnes qu'il faut poser la question et essayer de dresser un petit peu une sociologie en quelque sorte de cet électorat. Je pense que c'est important, pas seulement pour cette élection, mais pour les prochaines qu'il y aura aux États-Unis. Mais merci à vous trois. On marque une courte pause musicale et on se retrouve très vite sur Slash. Et c'était donc un remix de Know You Girls de Franz Ferdinand par The Grizzle. Alors merci de rester avec nous sur Slash pour notre deuxième débat. Et personne, pas même les plus critiques, les plus anti-PSG ne peuvent le nier, le début de saison du club parisien n'est rien d'autre que stratosphérique. Une avance plus que confortable sur leur dauphin, un record de points battus. Stan, Louis, et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer pour Paris ? La question qu'on se pose, c'est surtout, est-ce qu'ils vont continuer à ce rythme-là ? Moi, je pense pas, honnêtement. Parce que là, du coup, ça a l'air très bien parti. Ils sont sur une forme qui est exceptionnelle. Je pense qu'il y a à peine les mots pour dire leur niveau de jeu, ce qui se fait de mieux en Europe. Mais est-ce qu'ils continueront comme ça ? Moi, je pense pas qu'ils en aient les moyens, en fait, tout simplement.
Ouais, excuse-moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense justement qu'ils en ont les moyens, même s'ils ne font pas jouer leurs titulaires. C'est-à-dire que faut pas oublier que la Ligue des Champions va arriver aussi, donc ils vont être dans la position où ils vont pouvoir faire tourner leur effectif. Ceux qui n'ont pas pu se permettre l'an dernier, par exemple, où à la trêve, ils étaient au coude à coude avec Lyon et Marseille notamment. Là, ils ont battu le record de points. Ils sont à 19 points, il me semble, devant Monaco, le Ouais, deuxième. 19 points. Ouais. Donc, une large avance. Donc, ils se sont assurés le titre de champion à la moitié du championnat. Donc, ça veut dire que la seconde partie, ils vont pouvoir se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions, qui est leur réel objectif, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que depuis 2-3 saisons maintenant, le PSG ne cherche plus vraiment à gagner le championnat parce que ils savent C'est- qu'ils vont le gagner, c'est c'est une normal. obligation. C'est-à-dire que ça ne peut plus être pour eux une satisfaction de gagner le championnat, ça ne peut être qu'une déception de ne pas le gagner. Le vrai objectif, le réel objectif désormais, c'est de gagner la Ligue des Champions. Ils vont pouvoir se concentrer dessus. Mais Donc- après, le problème dans ce que tu as dit, par contre, c'est que pour moi, justement, c'est dans le choix pour faire tourner. Là, le problème, c'est que Blanc a fait une bonne alternance des postes pour faire souffler tout le monde, mais en soi, il a fait tourner que rarement. Et s'il doit se retrouver à mettre souvent Lucas ou Lavezzi titulaire, ou même Stambouli, qui, on a vu, est pas foncièrement mauvais, mais a pas des qualités exceptionnelles, bah, ça va poser un problème. Même là, on a vu dans les différentes compétitions, même en Coupe de France face à Saint-Etienne, Saint-Etienne qui avait une équipe réserve CFA, Paris met son attaque titulaire. Donc je ne sais pas si le fait de commencer à faire tourner va pas en fait dérayer un peu la machine. Je pense qu'ils ont les capacités quand même de pouvoir gagner. Alors mettre autant de buts, je sais pas. Parce que là, ils ont quand même mis quelques petites taules tranquillement. Ce sera J'ai peut-être peur- un peu plus poussif. J'ai juste peur qu'on on se retrouve dans un PSG type saison dernière qui joue pas mal en première mi-temps. C'est-à-dire qui durant les 30-40 premières minutes joue vraiment jusqu'à mettre un ou deux buts, et qui arrivé en seconde période fait tourner, alors soit sort ceux qui sont déjà sur le terrain, soit évite de se fatiguer tout simplement, de trop courir, évite les blessures, et qui du coup finit à 2-0 ou 2-1, ou qui de temps en temps par des sautes de concentration peut se faire rattraper sans le voir venir, mais je pense pas, je pense qu'ils ont acquis une certaine expérience, qu'ils ont compris que c'était important d'être sur une super dynamique en championnat, d'écraser un peu ce championnat pour aussi impressionner le reste des Européens et pour arriver dans une bonne dynamique en Ligue des Champions. Mais enfin, maintenant, aujourd'hui, est-ce que le PSG, il peut s'imaginer au niveau des grands clubs européens, type le Real, type le Barça, type le Bayern? Est-ce que c'est un grand club européen aujourd'hui? Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Oui, Ouais, oui, par contre, oui, clairement. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'il est au niveau? Mais oui, c'est même les autres parfois. Est-ce qu'ils sont au niveau du PSG? C'est-à-dire que là, on parle de Chelsea, qui est quand même un grand club européen. Hein. Jusqu'à l'an dernier, ils auraient été largement favoris ils étaient d'ailleurs, puisqu'on les a rencontrés l'an dernier aussi, largement favoris dans leur double confrontation contre le PSG. Cette année, Paris est quand même très efficace. C'est une machine à tuer, quoi. C'est un rouleau compresseur en attaque. Ils ont la possession, au pressing, ils sont forts. Techniquement, ils sont extraordinaires. Pour moi, le seul bémol qui me fait dire qu'ils auront peut-être encore du mal cette année à gagner la Ligue des Champions et qu'ils ne sont peut-être pas pour ça, pas sur le plan du jeu, pas sur le plan de la dimension qu'ils représentent, mais juste sur le plan de leur capacité à gagner une grande compétition européenne, leur capacité offensive. Ouais, parce que s'ils font un match à Chelsea comme ils l'ont fait au Real, c'est-à-dire un très bon match dans le contenu avec une belle possession, la domination des occasions, mais pas de but à la fin, et bah, ils peuvent payer cash ces petites erreurs d'inattention qui, j'espère, ne se reproduiront pas, mais ça peut être Trapp qui glisse sur le savon ou autre. Euh, Ils peuvent se faire prendre à revers, surtout que honnêtement, moi, cette équipe de Chelsea, euh, j'ai de bons espoirs pour ce qu'elle peut devenir dans du coup, cette deuxième partie de championnat. Mais oui, mais parce que Chelsea, ils étaient. Je suis pas spécialiste de foot, mais ça, je le sais, qu'ils sont dans le bas du classement en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé à Chelsea cette année? Il y a eu Chelsea a renvoyé du coup son coach José Mourinho là très, très récemment. Et à partir de là, après, est-ce qu'Abramovich a fait ça sur un coup de tête? Je sais pas. Il a toujours eu de toute façon une réputation à vouloir enchaîner les coachs assez rapidement. Bon, là, Mourinho, c'est dossier clos, on va dire. Chelsea est dans le bas de classement. Dans le championnat, les espoirs sont. Il y a très peu d'espoirs. Et même si du coup Mourinho n'est plus là, sa phrase est d'actualité. Il avait dit pour Chelsea, la seule façon d'accrocher la Champions League, c'est de la gagner. Donc, on peut se dire, et puis de toute façon, Abramovich a toujours adoré la Champions League, on peut se dire que la Ligue des Champions, ça va être leur objectif principal. Et là, le fait d'avoir recruté Gus Hiddink, nouvel entraîneur, du coup, qui a toujours bien réussi quand il a pris les clubs en main, il avait déjà pris Chelsea en plus en 2009, qui s'associerait peut-être à Didier Drogba,
Moi, ça me paraît bien. Pour moi, l'alchimie peut prendre. À mon avis, c'est même le fait d'avoir tiré, euh, c'est même le fait d'avoir tiré Paris au tirage au sort de la Ligue des Champions en huitième de finale qui a signé la fin de contrat de Mourinho. Si tu veux. Je pense que Abramovich s'est dit on peut pas retourner une troisième année de suite contre Paris, alors même s'ils les avaient gagnés hein, en 2014, l'année dernière en 2015, alors qu'ils étaient favoris, ils ont perdu, même s'ils n'ont pas réellement perdu sur le papier, puisqu'ils ont fait 2 matchs nuls, un partout à l'aller, 2 partout au retour, mais à Chelsea, et on sait qu'en Ligue des Champions, les matchs à l'extérieur comptent double, enfin les buts à l'extérieur comptent double, et donc je pense que dans la dynamique actuelle, Abramovich s'est fait, ils sont au fond du seau avec cet entraîneur-là, qui pourtant nous a fait gagner le championnat l'an dernier. Et c'est ce même entraîneur qui a perdu contre le Paris Saint-Germain l'an dernier aussi. Donc il s'est dit, on peut pas retourner. C'est une élimination assurée si on laisse Mourinho. Pardon. Mais alors là, la rencontre, elle est au début de l'année prochaine. Qui est favori? C'est Paris ou c'est Chelsea? Ou est-ce qu'on peut tout simplement pas le dire tant qu'on n'a pas vu au moins un match de Chelsea avec son nouvel entraîneur? Bah, ça, c'est vrai. On ne sait pas encore exactement comment va être le Chelsea de Hiddink. Même en connaissant un peu l'entraîneur, on ne sait pas encore exactement comment il va exploiter les joueurs, quelle animation il va mettre, etc. On sait déjà que là, il veut s'attacher du coup les services de Didier Drogba. Ça peut être un bon lien avec le groupe parce que Drogba, c'est un attaquant qui joue aux États-Unis en ce moment, mais qui est encore très efficace, qui est encore en pleine forme, qui jouait rien que l'année dernière encore à Chelsea. Donc il connaît les joueurs, c'est un bon lien. Mais on ne peut pas encore savoir parce que c'est encore loin et il suffit d'un petit caillou pour que la machine PSG, par exemple, s'enraye. Il suffit que Di Maria soit plus là et on se retrouve avec le joueur décisif qui fait que Paris est encore plus supérieur cette année. Il suffit que Zlatan, on retrouve le Zlatan du début de l'année sur lequel on criait parce que, et à juste titre parce qu'il n'était pas performant. Il y a plein de petites choses qui peuvent faire que le statut de favori penche d'un côté ou de l'autre. Après, c'est vrai que là, aujourd'hui, à leur H, Paris est devant, c'est vrai. Mais moi, je vais être plus affirmatif que toi. Je pense clairement qu'ils sont favoris et qu'ils vont aborder le match dans ces situations-là, même s'ils vont essayer c'est toujours le discours de l'entraîneur, d'essayer de se retirer un peu de pression en disant oui, mais attendez, on va affronter quand même Chelsea, qui est une très bonne équipe. Souvenez-vous que l'an dernier, on n'était pas favoris, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. L'année d'avant, on s'est fait battre par ce même Chelsea. Mais dans la dynamique actuelle, Chelsea, c'est quand même une équipe qui joue le maintien en Angleterre. Paris écrase complètement son championnat. Paris est beaucoup plus solide au niveau du jeu, au niveau de la défense. Paris, même s'il manque d'arguments offensifs, a quand même toujours Ibrahimovic, qui est dans une forme exceptionnelle en ce moment, et a recruté quand même Di Maria. Di Maria qui se révèle et qui est le joueur pour moi qui peut permettre aussi à Paris de passer ce cran dont je parlais tout à l'heure, d'aller chercher peut-être un titre. Même si c'est pas un grand buteur, c'est quand même un joueur qui peut faire la différence à tout moment, qui est capable à lui seul de mettre sur les reins la moitié d'une équipe, de faire le bon décalage. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se poser en favori. Antoine Gallard, qui est avec nous d'habitude, l'autre jour me le disait, ça va être intéressant parce que c'est la première fois qu'ils abordent un test de Ligue des Champions finalement en tant que favori, et notamment depuis les 3 dernières années, où ils ont quand même rencontré 3 fois de suite Chelsea, en 2014 où ils n'étaient pas favoris, l'an dernier non plus, mais sauf que l'an dernier ils ont gagné. Donc cette année, en plus d'avoir gagné contre Chelsea, contre cette même équipe de Chelsea, parce que les joueurs ont très peu changé d'un côté comme de l'autre. Exactement la question que je voulais te poser. Quasiment, est-ce que c'est le même effectif que c'est celui de l'année quasiment le dernière? même, ça n'a pas bougé. 1 ou 2 recrutements par-ci par-là, mais globalement, dans les 2 cas, les deux effectifs ont changé. Si ce n'est que, entre-temps, Paris est devenu encore meilleur et que Chelsea s'est un peu cassé la figure dans les bas-fonds du classement. Après, je suis d'accord avec Louis aussi, le nouvel entraîneur pose des questions. Nous poser des questions. Thiago Motta le disait dimanche soir, donc hier, dans le Canal Football Club, il disait que le départ de Mourinho était finalement une mauvaise nouvelle. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'un nouvel entraîneur, c'est comme une nouvelle saison qui commence. Et au début de la saison, on sait que tous les joueurs sont toujours à fond, qu'ils ont envie de prouver à l'entraîneur qu'ils sont bons, qu'ils méritent leur place. Et à Chelsea, on a des joueurs comme ça. On en a des joueurs. Hazard, par exemple, qui, lui, fonctionne énormément à l'affect, ou même Diego Costa, qui s'entendait plus avec Mourinho, qui était en méforme physique au début. Là, ça peut être aussi un déclic. Exactement, qui ont besoin de prouver des choses. Et même ceux qui étaient relégués un peu sur le côté par Mourinho ont de nouveau une chance.
C'est-à-dire que au milieu de la saison, comme ça, ils ont la chance de reprouver qu'ils valent le coup. Mais juste, bon, moi, la novice en foot, je me dis, mais est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que le nouvel entraîneur aura assez d'expérience avec sa nouvelle équipe, avec son nouvel effectif, pour aborder le match contre Paris dans les meilleures conditions possibles? Est-ce qu'il n'arrive pas finalement trop tôt ce match dans la deuxième partie de la saison? Hiddink a fait beaucoup de clubs. Je pense que du coup, il a l'expérience de travailler sur un petit laps de temps. En soi, une dynamique dans un club, ça se crée en 5 matchs. Surtout avec un effectif qui est rodé. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas un effectif qui ne se connaît pas, c'est juste un effectif qui est malade. Voilà, donc là, du coup, Hiddink, je pense que là, du coup, le premier match, le match aller sera le 16 février. Je pense qu'il a d'ici là le temps de travailler avec cet effectif et d'en faire quelque chose de propre. Ça peut ne pas prendre. Moi, j'ai de bons espoirs pour que la mayonnaise prenne, pour le coup. Mais après, moi, ce qui m'inquiète juste, c'est plus du côté de Paris. C'est pas forcément le niveau de Chelsea qui m'inquiète, c'est le niveau de Paris, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit caillou. Là, on va être sur un schéma où Paris, si je ne me trompe pas, Paris reçoit à l'aller et va à Chelsea au retour, comme les 2 dernières saisons. Comme les 2 dernières saisons. Et du coup, il suffit que Paris soit pas en forme et pas tous ses joueurs. Je suis d'accord que Paris à 100%, techniquement, bon après sur le papier, le foot c'est le foot, mais ça écrase Chelsea. Là, si on perd Di Maria, si on perd par exemple Verratti, on n'est pas dans un club comme le Barça qui peut se permettre de perdre Messi pendant 2 matchs et d'avoir Messi-Neymar devant pour compenser. Suarez-Neymar. Oui, pardon, excuse-moi. Et ce qui fait que du coup, pour Paris, je trouve qu'ils ont toujours pas assez de ressources sur le banc. Le mercato me fera peut-être mentir là, qui arrive, le mercato hivernal. Mais pour l'instant, là, dans l'état de fait, je trouve Paris trop tributaire des méformes potentielles en fait, de ces joueurs. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que dans l'effectif général, on a des joueurs qui sont peut-être un peu courts sur une saison entière, mais sur un match, ça suffit. C'est-à-dire que même Rabiot, tu vois, donc un jeune Français. Rabiot qui joue, juste pour les novices un peu en foot, il joue où? Dans quel poste au PSG? Alors, il joue au milieu défensif. Souvent, milieu relayeur dans un milieu à 3 sur le côté gauche. Et on a vu, il a déjà montré, contre le Real Madrid en phase de poule, que sur un match, il pouvait plus que ça, plus que faire la différence, plus que remplacer, pardon. On se rend compte, par exemple, que c'était Verratti, je crois, qui était sorti à la 10e minute de jeu. Qui était sorti sur blessure. Rabiot, donc ce jeune Français, rentre et il fait, mais peut-être la meilleure prestation de Paris sur ce match-là. Il frappe le poteau. Il même. frappe mais 2 fois les montants, il frappe, je crois. Donc énorme. Et sur un match, ça peut suffire. C'est-à-dire que parce que c'est pas juste un 11 titulaire Paris, c'est un effectif global qui est ancré et une dynamique de jeu qui est bien assimilée. Oui, c'est vrai là où j'ai des doutes, ensemble, et puis Thiago Motta avait dit que c'était l'effectif le plus technique qu'il avait jamais vu et la meilleure équipe dans laquelle il est joué. Mais là où je suis d'accord avec toi, Louis, moi c'est sur les capacités offensives de Paris plus. C'est-à-dire que ça soit avec leur titulaire ou sans, j'ai un doute en Ligue des Champions. En championnat, je sais que ça va. Et c'est pour revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas de doute en championnat, parce qu'on a des joueurs comme Zlatan, par exemple, Zlatan qui, comme d'habitude, va vouloir tout faire pour marquer le plus de buts possible et être meilleur buteur du championnat. Donc Zlatan en championnat, mais sans problème. En revanche, en Ligue des Champions, j'ai plus de doutes. En Ligue des Champions, on a vu plusieurs fois que Paris avait du mal à marquer. Même l'an dernier contre Chelsea, qui vient marquer donc 2-2 au match retour, qui vient sauver à 2 reprises dans le match les défenseurs centraux. C'est-à-dire que c'est David Luiz et Thiago Silva qui marquent. Ibrahimovic, c'est très léger en Ligue des Champions, ça l'a toujours été. J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que ça change cette année, même s'il est sur une très bonne dynamique d'ici. Il est sur une superbe dynamique en ce moment, il a retrouvé son niveau, mais extraordinaire. Ça peut changer d'ici 2 mois et surtout, même au top de sa forme, il n'a jamais été top en Ligue des Champions. Di Maria, Cavani, c'est un bon buteur. Il lui faut 5 minutes il lui faut 5 occasions pour en mettre une au fond. Di Maria, c'est pas un grand buteur. Tout le reste, même au milieu de terrain, on n'a pas de joueurs qui puissent, je sais pas, comme des Iniesta, Barcelone, des Rames Rodriguez au Real de Madrid, qui soient capables de faire les différences à un moment donné. Matuidi de temps en temps, mais c'est pas du tout inné chez lui. Donc c'est sur cette capacité offensive de Paris, moi je sens contre une défense où si la chance leur manque ou contre une défense bien structurée, ils peuvent vraiment rencontrer des difficultés par rapport à Chelsea par exemple, qui elle, il a des joueurs offensifs efficaces à qui il faut peut-être de temps en temps ne serait-ce qu'une ou 2 occasions dans le match pour planter un but. Donc pour conclure, Louis,
maintenant. Maintenant, là, en fait, on est à une période où en fait, les scénarios vont se distinguer un petit peu. Si Paris part sur une grosse dynamique en Ligue des Champions, se qualifie face à Chelsea, ils baisseront peut-être un peu de pied en championnat et là, il faudra voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'ils peuvent maintenir le même rythme jusqu'au bout. Après, il y a aussi voir s'ils se font éliminer tout en Ligue des Champions. Est-ce que du coup, ça ne va pas totalement démobiliser l'effectif? Ou Zlatan se dit, par exemple, moi j'arrête et j'attends l'Euro avec la Suède. Là, les scénarios vont se décider. Je pense que l'affrontement face à Chelsea va être extrêmement difficile et que pour moi, Paris n'est pas un gros favori. Stan, le mot de la fin. En effet, je suis d'accord avec. C'est un favori. Après, tout est toujours possible dans le football, ça c'est sûr. Mais dans ce cas-là, on fait jamais de paris. Mais moi, je crois quand même sur Paris. Après, vraiment, contre Chelsea, c'est dur, quoi. Quand on arrive contre deux équipes comme ça, on ne sait jamais. C'est-à-dire que Qui se connaissent presque par cœur. Qui se connaissent presque par cœur. C'est-à-dire que maintenant, si on jouait demain, Paris pourrait très bien mettre une tôle à Chelsea, mais monumentale. C'est-à-dire mettre un 4-0. Enfin, je peux très bien l'envisager, moi, ça. Pas de souci. Dans 2 mois, on ne sait pas à quoi ressemblera Chelsea, pour peu qu'il se soit relancé avec le nouvel entraîneur, pour peu qu'il soit dans une dynamique positive, pour peu que, je ne sais pas, moi, Zlatan soit redevenu un peu moins bon, que Di Maria se soit blessé. On ne peut pas savoir à l'heure actuelle, mais Paris, même si les deux équipes sont au top de leur forme à ce moment-là, Paris, ne serait-ce que pour avoir gagné l'an dernier, abordera quand même la confrontation en tant que favori, je pense. Merci beaucoup les garçons, il nous marque encore une pause musicale et on se retrouve très vite pour la dernière partie de cette émission. Makes me wanna grow.
cry. I know, I'm never ever giving you up. You're always gonna feel my love. This thing is so damn crazy. Oh, I just wanna be down. Give me my run for you. Oh, everything for you. Makes me wanna grow. Makes me wanna grow. Everything for you. Et c'était Give You Up remixé par Darius. Et comme d'habitude, vous trouverez dans le lien, dans la description de cette vidéo, les liens de toutes les musiques que nous vous avons fait découvrir aujourd'hui. Alors, ne le nions pas, Noël se rapproche. Nous avons tous le goût des escargots, de la bûche, de la dinde au marron à la bouche. Et pour nous emmener doucement vers le réveillon, c'est avec plaisir que je cède la parole à François et à Neige sur Paris de Sangor. François, c'est quand tu veux. Neige sur Paris. Seigneur, vous avez visité Paris par ce jour de votre naissance, parce qu'il devenait mesquin et mauvais. Vous l'avez purifié par le froid incorruptible, par la mort blanche. Ce matin, jusqu'aux cheminées d'usine qui chantent à l'unisson, arborant des draps blancs, paix aux hommes de bonne volonté, Seigneur, vous avez proposé la neige de votre paix au monde divisé, à l'Europe divisée, à l'Espagne déchirée. Et le rebelle juif et catholique a tiré ses 1400 canons contre les montagnes de votre paix. Seigneur, j'ai accepté votre froid blanc qui brûle plus que le sel. Voici que mon cœur fond comme neige sous le soleil. J'oublie les mains blanches qui tirèrent les coups de fusil qui croulèrent les empires, les mains qui flagellèrent les esclaves, qui vous flagellèrent. Les mains blanches poudreuses qui vous giflèrent, les mains peintes poudrées qui m'ont giflé, les mains sûres qui m'ont livré à la solitude, à la haine, les mains blanches qui abattirent la forêt de rogniers qui dominait l'Afrique, au centre de l'Afrique, droit et dur, les Sahara beaux comme les premiers hommes qui sortirent de vos mains brunes. Elles abattirent la forêt noire pour en faire des traverses de chemin de fer. Elles abattirent les forêts d'Afrique pour sauver la civilisation, parce qu'on manquait de matière première humaine. Seigneur, je ne sortirai pas ma réserve de haine. Je le sais, pour les diplomates qui montrent leurs canines longues et qui demain troqueront la chair noire. Mon cœur, Seigneur, s'est fondu comme neige sur les toits de Paris, au soleil de votre douceur. Il est doux à mes ennemis, à mes frères aux mains blanches sans neige, à cause aussi des mains de rosée, le soir, le long de mes joues brûlantes. Merci François, c'était définitivement un poème de circonstance. Merci à vous trois, Stan, Louis, François, pour cette émission. Merci à Clément, notre irremplaçable ingénieur du son. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes vacances, de très bonnes fêtes et beaucoup de courage à ceux d'entre vous qui sont déjà plongés dans les cahiers et dans les révisions. Ouais, alors juste pour je sais plus, pour les chocolats et la dinde au marron, pourquoi pas, mais pour les escargots, je crois que t'es la seule à qui ça met l'eau à la bouche. Hein. Joyeuses fêtes à tous. Je suis désolée. Bonnes vacances, à très vite.